Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 23 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Avec plaisir. Merci de cliquer sur le bouton j'aime, ça nous aide à toucher plus de monde. Et suivez Andrei, juste sous son nom, sur smoothiex12.blogspot.com. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, sous le nom SmoothieX12. Andrei, je voudrais commencer par ce qui se passe en ce moment. Il y a quelques instants, on a appris via RT, Russia Today, que le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré qu'Israël était prêt à attaquer l'Iran, mais qu'ils attendaient une sorte de feu vert des États-Unis. Qu'est-ce que veut Israël? Et de quoi sont-ils réellement capables? Jusqu'à présent, on a vu en gros que la guerre à laquelle on assiste depuis 40 jours, c'est surtout les États-Unis qui attaquent l'Iran et l'Iran qui répond aux États-Unis. Israël, lui, n'était pas vraiment au centre de tout ça. Quelle est votre lecture de la situation? Bon, enlevez, disons, les 50 ogives nucléaires qu'il possède, de l'ordre de bataille d'Israël. Sans ça, c'est une puissance militaire de second rang, au mieux avec une force aérienne fournie par les États-Unis. Et qu'est-ce que vous voulez dire par « ils sont prêts » ? Ils ne sont prêts qu'à commettre des atrocités. Sur le terrain, franchement, c'est une plaisanterie. Leur spécialité, c'est de tuer des civils. C'est là qu'ils excellent. Donc quand il dit « prêt », il veut dire que ces sionistes qui entourent Trump et le contrôlent, y compris son chef de cabinet, qui était, oh bon sang, enfin la gestionnaire de Netanyahou autour de Trump. Donc oui, elle a été directrice de campagne de Netanyahou. C'est quand même incroyable. On a littéralement le président des États-Unis qui est contrôlé par Israël, par le Mossad, je veux dire. Donc voilà. Oui, ils sont prêts dans le sens où ils vont pousser les États-Unis à commettre une sorte d'acte idiot, comme bombarder l'Iran, sans aucun effet réel. Ils pourraient tuer, encore une fois, un dirigeant, un membre de la direction iranienne, mais le pays a en gros une forme de redondance à ce niveau-là. De nouvelles personnes prendront la relève et continueront. Et voilà, c'est tout. Tout ce discours exagéré, cette démonstration de force, ils sont bons pour les assassinats. Pour une raison ou une autre, ils se considèrent comme des maîtres du renseignement. En réalité, comme tu le sais, on a découvert 2 agents iraniens à l'intérieur même du Mossad. Franchement, je ne sais pas, tout ça, c'est surtout du mythe, largement amplifié par Hollywood. Alors oui, voilà, c'est ça leur préparation. La seule chose qu'ils ont, c'est, tu vois, quelques options et ces ogives nucléaires. Et c'est à peu près tout. En réalité, ils ne peuvent pas mener une guerre contre l'Iran. Ils n'ont pas l'endurance nécessaire. Leur société est complètement démoralisée. Elle est aujourd'hui détestée par le monde entier, y compris par les États-Unis. Et à l'intérieur même des États-Unis, il y a un changement tectonique, profond, contre Israël. Voilà. Je ne sais pas, il peut dire ce qu'il veut, mais ils vont faire pression sur Trump, qui est en gros une marionnette sioniste, et ils pourraient le convaincre ou carrément lui ordonner de relancer cette attaque. Ce qu'ils veulent, les Israéliens, parce qu'ils ne sont pas très brillants sur le plan militaire, je parle de stratégie, de guerre, de choses comme ça. Ce qu'ils aimeraient par-dessus tout, c'est que les États-Unis s'enlisent dans le bourbier d'une opération terrestre. Cela dit, cette opération ne durerait peut-être pas si longtemps parce que les États-Unis n'ont pas la capacité de la soutenir sur la durée. Et tant que Netanyahou reste hors de prison, ils continueront. Et encore une fois, ils ont en gros des dossiers sur tout le monde, de Trump jusqu'au Congrès américain. Donc oui, au final, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Je crois qu'en Iran, ils commençaient à appeler Donald Trump le gars des ragots, parce que ce type est vraiment... Regardez ça,
juste ce qu'il a publié, ce qu'il a repartagé. Il dit qu'il y a deux factions en Iran. L'une veut un accord et l'autre non. Alors il faut, vous savez, éliminer ceux qui ne sont pas d'accord. Franchement, il invente des choses. Et il se base sur une sorte de pensée complètement délirante de leur part. Ce type, on ne voit aucune forme de sérieux dans le regard du président des États-Unis. Et ça, à mon avis, c'est un énorme problème pour les autres. C'est catastrophique. D'abord, c'est une humiliation nationale comme les États-Unis n'en ont jamais connue. Ils ont littéralement mis le président en avant. Mais ce n'est pas le président des États-Unis, c'est un pantin d'Israël, parce qu'il est entouré de sionistes. Et encore une fois, soyons clairs, il n'y a pas de sionistes chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est une secte de la mort fondée sur une Bible essentiellement pro-israélienne, ce qui est aussi une hérésie. Et comme certains l'ont dit, y compris avec Tucker, ce sont des juifs enveloppés dans une rhétorique chrétienne, des juifs talmudiques. Voilà ce que c'est. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont des gens bien, travailleurs, de vrais patriotes américains. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle des juifs talmudiques, on parle de la frange la plus extrême du judaïsme, en gros, et de leurs dérivés, ceux qu'on appelle les sionistes chrétiens. C'est ça l'administration Trump. Elle est totalement corrompue et totalement incompétente. On y retrouve le même imbécile qui est ministre de la guerre, vous savez, ce type avec la mentalité d'un sous-officier porté sur la bouteille. Donc oui, quand on regarde ça, c'est un énorme problème. On a là une superpuissance nucléaire, la deuxième superpuissance nucléaire du monde. Et là, on a un type qui n'est plus lui-même. Je veux dire, le seul espoir maintenant, c'est qu'il y ait encore des gens capables de l'empêcher de faire des choses stupides. Mais comme tu l'as déjà dit, il est entouré de personnes qui le contrôlent totalement. Il ne sait même plus ce qu'est la réalité. Il vit dans un monde inventé. Et il subit une pression énorme, dans le sens où, visiblement, on a affaire à quelqu'un qu'on retrouve partout dans les dossiers Epstein, libre à chacun de se faire son opinion là-dessus. Et oui, il devient aussi sénile. Donc on se retrouve avec cette conjonction catastrophique de facteurs, et il n'est absolument pas apte à diriger le pays. D'après ce qu'on a entendu des sources iraniennes, depuis le début de la guerre, le 28 février, et à partir du 10 mars, si je ne me trompe pas, ils demandaient, en quelque sorte, suppliaient pour un cessez-le-feu, Donald Trump. Et maintenant, avec ce cessez-le-feu, après 2 semaines de trêve, on arrive à la fin de ces 2 semaines, et là, il décide unilatéralement d'instaurer un cessez-le-feu à durée indéterminée, tout en essayant de provoquer des tensions près du golfe Persique avec ses pétroliers. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'administration Trump? Qui sont ces gens? Que veulent-ils? Sur quoi se fondent-ils? Parce que lors du premier cycle de négociations, il n'y avait aucun signe de sérieux du côté de la délégation américaine. C'est pour ça que la partie iranienne est complètement déconcertée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Eh bien, c'est de la schizophrénie. Et ma vidéo d'aujourd'hui, qui sortira juste après notre entretien, s'appelle « Schizophrénia ». C'est en fait une schizophrénie à la fois politique et mentale. Et encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'on mène une politique étrangère ou qu'on engage des poursuites en fonction de la compréhension de ses propres capacités et de celles de son adversaire ou de son allié, peu importe. Là, il n'y a aucune stratégie. Si vous avez lu mon dernier livre, sorti il y a déjà environ 2 ans, enfin plutôt 1 an et demi, La dernière guerre de l'Amérique, vous savez que les États-Unis ne font pas de stratégie. Ils ne comprennent pas ce qu'est une stratégie. Ils inventent toutes sortes de plans grandioses, sans aucune idée des ressources qu'il faut pour atteindre ces objectifs ambitieux ou ce genre de choses.
Ce ne sont pas des gens compétents. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, on ne se fait pas beaucoup d'amis en disant ça, mais il faut le dire. Du jour au lendemain, on a découvert que l'Amérique était un tigre de papier sur le plan militaire, et aussi un tigre de papier sur le plan économique, dans le sens où elle n'arrive même pas à produire un système d'armes vraiment fonctionnel, qu'elle pourrait fabriquer en quantité. Alors, quand on regarde ça, et surtout quand on se rappelle qu'en politique étrangère, tout est, au fond, une question de puissance, que tout dépend de vos capacités, de votre potentiel. On voit bien, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils réagissent. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils se précipitent, encore une fois, parce que, et c'est très important de le comprendre, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils regardent ces chiffres idiots de Wall Street. Ils pensent que c'est ça, la vraie économie. Et ensuite, ils courent vers ces gens du Golfe, par exemple. Oui, ils se disent que parce qu'on leur a vendu un certain nombre d'équipements qui ne fonctionnent même pas correctement en conditions réelles de combat, et parce que ils ont beaucoup d'argent, ils doivent forcément représenter une sorte de force qu'on peut manipuler. Regardez Dubaï. Dubaï, c'est fini, c'est terminé. Regardez tous ces pays du Golfe. Ce ne sont pas seulement des tigres de papier. Ce sont des gens sans importance, des zéros absolus, voire des nombres négatifs. Et c'est comme ça que les États-Unis voient le reste du monde en pensant « Regardez-nous, on roule en Rolls-Royce, donc on est formidable. » Non. Il faut comprendre que le monde fonctionne sur un tout autre plan. Il ne marche pas de la même façon. Il faut avoir toutes sortes de choses concrètes, matérielles, quelque chose qu'on peut toucher. À partir de là, on peut élaborer des politiques, ou peu importe comment on les appelle. Eux, ils ne comprennent pas ce qu'est une stratégie. Comme je l'ai déjà dit, c'est un monde virtuel, celui de Wall Street. Et du coup, quand on regarde ce qu'ils essayent de mettre en place, ce qu'ils essaient de faire avec ce qu'ils ont, ils finissent par se rendre compte qu'ils n'ont pas de ressources, pas de capacité militaire, et au fond, plus aucune supériorité morale. Surtout quand les États-Unis ont soutenu l'atrocité commise par Israël, qui est franchement un crime contre l'humanité à Gaza. Et là, on n'a que le président, qui est tellement, je ne sais pas qui vénère. On sait qu'il n'est pas chrétien. Il n'a jamais posé la main sur la Bible pendant le serment. C'est déjà un signe. Je ne sais pas, peut-être qu'il est sataniste, je n'en sais rien. Mais il faut vraiment être un être humain absolument abject pour penser que, oui, on peut tuer des dizaines de milliers de personnes innocentes, des enfants, des femmes, à Gaza, et ensuite construire des hôtels et des casinos à la place. Ces gens-là ne sont pas normaux. Ce sont des pervers. C'est, je ne sais pas, c'est du niveau, en gros, du mal absolu des bataillons punitifs SS ou quelque chose comme ça. C'est du hitlérisme, un niveau de mal hitlérien. Voilà ce que c'est. C'est un Lebertron à plus petite échelle pour Israël. Et quand on regarde ça, franchement, c'est waouh. Mais au fond, c'est le symptôme, si vous voulez, la manifestation du déclin total, de la décadence morale et de l'abaissement de l'Occident dans son ensemble, y compris l'Europe. Peu importe ce que fait l'Europe, ces imbéciles finiront par se retrouver dans une situation où la Russie devra les anéantir. C'est aussi simple que ça. Ces gens-là ne comprennent rien du tout. C'est le résultat d'une sélection négative qui dure depuis, pas seulement 30 ans. Je dirais que cette sélection négative a commencé en Occident il y a environ 40, 45, peut-être 50 ans. Surtout avec l'arrivée de la nouvelle génération du baby boom, qui est en gros la génération la plus répugnante de l'Occident, celle qui arrivait alors au pouvoir. Et puis vous avez ces gosses gâtés, ces mauviettes, qui pour une raison ou une autre ont décidé qu'ils étaient les propriétaires du monde. Et voilà le résultat aujourd'hui. Trump, en fait, est aussi le produit de tout ça.
mais lui, il fait partie du marécage. Ensuite, il faut regarder ce qu'il y a dans les dossiers Epstein. C'est incroyable, on est à un tournant historique. Et la manière dont l'Occident fonctionne aujourd'hui, eh bien, ça ne peut pas durer. Il faut que ça change, ou alors que ça finisse dans la poubelle de l'histoire. Parce que, voilà, on parle bien d'un changement historique. La vie humaine est trop courte pour vraiment en avoir la perspective. Mais même sur les 10 dernières années, regardez ce qui est arrivé au monde. André, quand tu entends Pete Hegseth renvoyer le secrétaire à la marine et que ça se passe en plein milieu de cette guerre, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que selon toi, c'est une sorte de différence importante qui commence à apparaître à l'intérieur même de l'armée, de la marine? Peut-être que la communication ne fonctionne plus entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont au poste de commandement. Pete Hegseth a la mentalité et le niveau de connaissance de la guerre, de la vraie guerre, d'un sous-officier tout juste sorti du terrain. Oui, ce n'est pas un officier, même s'il est passé par le ROTC et qu'il a été envoyé en Afghanistan. Le fait qu'il se soit tatoué et qu'il pense que sa meilleure compréhension de la guerre ne vient pas d'Afghanistan. L'Afghanistan, ce n'était pas une vraie guerre. Ce n'était pas une vraie guerre. C'était une opération de police à haute intensité où, oui, on peut encore se faire tuer par un engin explosif improvisé, on peut essuyer des tirs d'armes légères, peut-être qu'un RPG passe au-dessus de ta tête, tu appelles un appui aérien rapproché, et voilà. C'est à peu près tout. Et maintenant, il dit que quand on subit un bombardement constant et soutenu d'explosifs de gros calibre sur leur base, eh bien, en gros, 13 bases américaines sont détruites. Ce type ne peut pas comprendre. Il ne saisit tout simplement pas. Comme je l'ai déjà dit, son niveau de connaissance vient tout droit de la Bible Scofield. Et ça s'arrête là. Alors, il vire un autre gars, un type politique, peu importe, un ami de Trump ou un membre du cercle des donateurs. Vous imaginez bien ce que peuvent ressentir les professionnels de la marine américaine, par exemple. Parce que, évidemment, la marine américaine, tout comme l'armée de terre, compte encore beaucoup de vrais professionnels, des gens formés militairement. Ils ont suivi les étapes nécessaires pour former leurs officiers. Ils comprennent les opérations, ce genre de choses, et ils savent très bien ce que tout cela implique. Donc ce qu'on voit ici, c'est tout un appareil de manœuvre, un vrai signe de panique totale, qui a déjà été mis en place sous l'administration Trump. Alors ils vont finir par se dévorer entre eux, tout simplement. Et ce pantin, Pete l'alcoolique, ministre de la guerre, qui ne comprend rien à la vraie guerre, lui, il se bat pour sa survie. Parce qu'il a bien compris maintenant qu'au bout du compte, quelqu'un devra porter le chapeau, avec quelque chose de concret, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Peu importe s'ils essayent de relancer ça avec ce qui reste dans les arsenaux des États-Unis. C'est une défaite militaire catastrophique. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais la réalité, c'est que les États-Unis ne peuvent pas gagner militairement. Point final. Je répète ça sans arrêt depuis presque 20 ans. L'armée américaine n'est pas configurée pour mener une vraie guerre. Elle est configurée pour combattre l'Irak, désolé. Et c'est à peu près tout. Bon, peut-être le Panama, peut-être Cuba, je ne sais pas. Le Venezuela, en gros, le Venezuela a vendu son président contre de l'argent. Et oui, d'accord, succès militaire. Mais la réalité, c'est que d'un point de vue strictement militaire, les États-Unis ne sont pas la puissance qu'ils ont toujours cru être. Pas du tout même. Et donc quand on commence à affronter un peu la réalité, la dissonance cognitive s'installe. Et là, on commence à paniquer. Et vous avez déjà entendu, il y a quelques semaines, quand Trump a dit que oui, c'était Pete qui l'avait convaincu, vous savez, d'y aller et enfin d'attaquer l'Iran.
Et alors, Pete Heckscher, son visage, son expression était incroyable, vraiment. Il avait compris qu'il allait être sacrifié. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, la marine américaine ne peut plus mener d'opérations sans être directement menacée par les missiles antinavires iraniens. Et puis, hier, des responsables de la marine ont déclaré que dans les conditions actuelles, il est impossible de déminer s'il y a des mines dans le détroit d'Ormuz. Et même si une guerre éclatait et que tout se passait au mieux, il faudrait encore 6 mois pour déminer. Donc franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe économique pour toute l'équipe de Trump. Bien sûr, pour les Européens, tout ça, c'est un ensemble. C'est leur sentence, en quelque sorte. En gros, c'est ça. Et donc oui, c'est pour ça, enfin, ce n'est pas qu'il soit encore complètement dans cet univers parallèle, cette réalité alternative. On sent bien qu'il commence à réaliser, à se dire « Mon Dieu, on est fichu ». C'est pour ça qu'il a essayé de manipuler les marchés. Mais personne n'y croit. Si on regarde les contrats à terme, ils peuvent bouger comme ils veulent. Mais la réalité, c'est que le prix au comptant du pétrole est bien plus élevé. Par exemple, le Brent peut monter à 104 $. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'était peut-être 105 ou quelque chose comme ça. Si vous allez acheter du Brent, c'est ce prix-là que vous paierez. Eh bien, l'Arabie Saoudite le vend avec plus de 20 $ de marge. Donc, tout à coup, le prix au comptant monte à 125 $ si vous avez de la chance. Alors, on voit cette espèce de schizophrénie se propager, y compris dans les soi-disant cercles économiques, qui ne sont au mieux qu'un groupe de diplômés en gestion qui ne savent que spéculer. Ils ne comprennent pas les vrais mécanismes qui font tourner tout ça. Et ce qui leur manque surtout, c'est le facteur politico-militaire, évidemment, parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Ce sont des incapables. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Leur niveau de compréhension, c'est celui du film Top Gun Maverick. Voilà, c'est à peu près ça. Le niveau Hollywood, en somme. Et donc, voilà où on en est. C'est une décomposition totale de tout. Par exemple, les gens à Washington, D.C. n'avaient aucune idée du monde extérieur. Aucune idée, je peux vous l'assurer. Alors maintenant, ils sont sous le choc, complètement sidérés. C'est presque de la schizophrénie, franchement. Et il faut le reconnaître, les Iraniens, par leur comportement, s'en amusent. Disons-le comme ça, ils sont incroyablement doués. C'est hallucinant. Le monde entier regarde maintenant les Legos et tous les autres mèmes que les Iraniens créent. Et oui, c'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Jamais. J'ai plus de 63 ans. Et là, vraiment, j'en reste bouche bée. André, je pense que si on regarde les choses dans leur ensemble, la façon dont les États-Unis ont traité la Russie, puis l'Iran, place aujourd'hui la Russie et l'Iran dans une position clé pour l'avenir du marché de l'énergie. À mon avis, à eux deux, ils ont désormais tous les atouts pour décider. C'est déjà arrivé. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de critiques sur oilprice.com. Oui, ces analystes, vous voyez. Ah oui, les États-Unis veulent contrôler les points d'étranglement. Contrôler avec quoi? Aussi grandiose et impressionnante que soit la marine américaine, si elle veut intercepter des convois russes, escortés par la marine russe, eh bien, là, on déclenche la Troisième Guerre mondiale et la marine américaine sera coulée. Parce qu'en réalité, c'est encore la marine des années 90. La seule chose qu'elle a, c'est le missile SM-6, qui ne fonctionne pas très bien, même si, bon, la défense aérienne américaine, on sait comment elle marche, ou plutôt, comment elle ne marche pas. Et puis, il y a les Tomahawk. C'est à peu près tout. Vous voulez affronter des Zircons, des Onyx, ou peu importe. Voilà, c'est ça, leur stratégie. Ils adorent ce travail. Mais bien sûr, l'émission Saturday Night Live a été assez généreuse avec Will Ferrell sur la stratégie. Voilà, c'est ça, la stratégie. C'est la seule chose qu'ils savent faire.
Ils ne comprennent même pas comment aborder ce monde moderne. Et c'est quand même remarquable. Oui, l'Iran contrôle désormais le détroit d'Ormuz. C'est officiel aujourd'hui. Les médias russes, y compris RIA Novosti, qui est une agence de presse sérieuse, rapportent que l'Iran reçoit déjà ses premiers paiements en devises, pas en dollars. Il encaisse en yuan et en roubles pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Et évidemment, il y a aussi la situation du Bab el-Mandeb. Et puis, autre bombe. L'Indonésie veut faire payer le passage par le détroit de Malacca. Vous savez, c'est juste « Oh mon Dieu !» On est en train de vivre un vrai bouleversement géopolitique. Et ces idiots à la Maison-Blanche. Voilà ce qui arrive quand on est ignorant, quand on a une éducation pathétique. Résultat, on fout tout en l'air à un point que, franchement, je n'ai même plus de mots pour décrire ce changement tectonique. Ces crétins, en 2014, ils se sont dit « Oui, faisons entrer la Russie là-dedans ». Parce que, évidemment, ils n'enseignent pas la vraie histoire militaire dans les académies militaires américaines. Pour eux, c'est « Oh oui, les Moudjahidines ont vaincu l'Union soviétique en Afghanistan », ce qui est complètement faux. Mais bon, ils se sont dit « Allons-y, mettons-les dans un bourbier en Ukraine, et puis le régime de Poutine s'effondrera et disparaîtra. » Franchement, il faut laisser tomber ces diplômes en sciences humaines des universités de l'Ivy League. C'est tout un groupe d'arnaqueurs, de faux docteurs, qui balancent leurs absurdités. Quand on regarde les médias et tout le reste, c'est complètement fou. Ces gens vivent dans un univers parallèle. Ils n'ont aucun outil pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. La seule chose qu'ils savent faire, c'est fabriquer de l'argent factice, des zéros, comme on l'a déjà vu à Dubaï. Et puis d'un coup, tout le monde disparaît. Tout le monde. Et ceux qui ne peuvent pas partir, ils doivent rester, coincés avec leur crédit immobilier surévalué pour des appartements hors de prix, construits littéralement sur du sable. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le monde entier comme ça est en train de s'effondrer. Nous sommes en plein dans ce processus d'effondrement, en plein dans la reconfiguration du commerce mondial, en train de tout redessiner. Le basculement de l'équilibre des puissances a déjà eu lieu. C'était en 2022, officiellement. Ça se préparait avant, mais en 2022, on a vu ce qui s'est passé. L'OTAN a été vaincue militairement, elle a été démilitarisée. Et maintenant, c'est le dernier clou dans le cercueil de l'atlantisme. Et plus largement de la domination occidentale telle qu'elle existait auparavant, fondée sur l'impérialisme. Alors oui, l'Iran va s'enrichir, évidemment en prélevant son dû sur tous ceux qui passent, sauf la Chine et la Russie. La Chine et la Russie ont un passe-droit. Pas que la Russie en ait vraiment besoin, mais la Chine, elle, en a clairement besoin. Et puis, il y a Bab el-Mandeb, et on verra ce qui se passera avec l'Indonésie et le détroit de Malacca. Ça, c'est quelque chose. Et maintenant, on apprend aussi que le canal de Panama fait payer plus cher. Alors, M. Trump a accompli beaucoup de choses. Quand je dis Trump, je parle du Trump collectif, avec tout un groupe de sionistes et de néoconservateurs aux États-Unis. Ils ont complètement bousillé le pays. C'est difficile à exprimer, je n'ai même pas les mots pour en parler. Enfin, voilà où nous en sommes. Et il faut vivre avec les conséquences de tout ça, y compris aux États-Unis. Moi, pour ainsi dire, je suis russo-américain, si vous voulez, et je vis ici. Je comprends. J'ai voté pour Trump parce qu'il nous a menti de façon très convaincante, évidemment. Mais en réalité, je n'ai pas voté parce que je le croyais. J'ai arrêté de le croire dès 2018. Et c'est pour ça que j'adore Internet. Tout y reste. Tout est archivé. J'avais écrit à l'époque « C'est fini pour lui ». Mais bon, entre cette idiote catholique, Kamala Harris, et Trump, c'était encore lui le choix le moins pire. Parce que les démocrates, eux, voudraient déclencher une guerre nucléaire. Tellement ils sont stupides, vous voyez. Donc voilà la situation. Trump n'a pas déclenché une guerre nucléaire. Il a simplement fait exploser l'économie mondiale. Et nous y voilà.
On vit maintenant avec, disons, les éclats, les débris, tout ce qui vole encore au-dessus de nos têtes. Et il faut attendre encore quelques années, le temps que tout retombe et qu'un nouveau monde émerge complètement. Il est déjà en train d'émerger. Il y avait d'ailleurs une excellente discussion sur RT aujourd'hui. C'est la première fois que je félicite RT pour une vraie analyse géopolitique. Ils ont eu raison de dire que tous ces chiffres du PIB sont en grande partie une illusion. Tout tourne autour de l'argent et du consumérisme. Mais quelle est la vraie mesure du bonheur et de la prospérité? C'est bien plus complexe que Wall Street. En réalité, Wall Street ne reflète même pas la prospérité réelle. Et nous sommes déjà dans ce nouveau monde. Je pense que non seulement le PIB est une sorte d'arnaque, mais que les dépenses militaires en sont une aussi. C'est de la fraude, absolument. C'est de la fraude quand on entend des gens dire « Ah oui, on en a 13 ». Il faut comprendre que, en moyenne, le journaliste occidental est un imbécile. Les gens normaux ne vont pas dans cette profession. Alors, quand ils écrivent « Ah oui, la flotte américaine, 13 porte-avions à 13,9 milliards de dollars chacun », très bien. Mais les gars, vous réalisez que pour 10 millions de dollars de missiles de croisière, on peut couler ce truc à 13,9 milliards. Ils ne comprennent pas ça. Ils mettent tout sur le même plan. Par exemple, le PIB américain est calculé en gonflant de façon spectaculaire les prix de l'immobilier. Et là, on s'exclame « Mon Dieu, notre PIB a augmenté !» Non. Vous aviez une maison en 1999 que vous aviez achetée, disons, 150 ou 200 000 dollars, et aujourd'hui, elle vaut 500 000. Ça ne veut pas dire que la richesse a été multipliée par 2,5. C'est le marché, ces fluctuations spéculatives qui ont créé ça. C'est la même maison. En fait, elle est même plus vieille maintenant. Je veux dire, sa valeur a peut-être un peu augmenté, mais c'est ça qui compte, d'accord? L'économie FIRE, finance, assurance, immobilier. Et ils ne comprennent même pas. Prenez n'importe lequel de ces économistes des grandes universités américaines. Vous ne pouvez pas leur faire comprendre que votre argent, votre valeur, que vous avez fait grandir par la spéculation, ne vaut rien. Ça ne vaut rien. On ne peut pas remplacer la vraie valeur, la valeur tangible. Mais évidemment, c'était aussi une façon de cacher l'inflation. Et puis oui, quand on regarde l'ensemble de l'Occident, ils se sont désindustrialisés à un point tel que, eh bien, l'Allemagne sera la première à tomber. La France sera la prochaine. Mais elle ne va pas seulement s'effondrer sur le plan économique, elle va surtout s'effondrer sur le plan ethnique. Et vous savez, ils mentent même sur les statistiques de l'immigration, là-bas, en France. Et oui, ils continueront d'élire des idiots. C'est ce que font les Français, vous voyez. Les Allemands aussi, d'ailleurs. Et voilà, c'est la situation. Et franchement, je ne peux pas assez insister sur ce point. Après toutes ces années à écrire, j'ai compris que la vraie guerre est le seul indicateur du pouvoir réel d'une nation. C'est toujours un indicateur très sanglant et très cruel, mais c'est ce qui l'a défini. Et on a vu ce que sont réellement les États-Unis sur le plan militaire. Elle a perdu en Ukraine, et maintenant elle a perdu en Iran. Et voilà, c'est fini. Pepe Escobar a dit que les États-Unis ne sont plus une superpuissance. Moi, je dirais qu'ils ne le sont plus comme ils ont voulu le faire croire. Ils restent une superpuissance nucléaire, certes, mais la deuxième. Ils ont une génération de retard sur la Russie en matière de système de lancement. Mais ça reste évidemment une grande économie. Simplement, c'est pas ce qu'ils pensent être. Ils ont bien sûr accumulé énormément de richesses. Ne vous y trompez pas, les États-Unis sont un pays riche, pas seulement par leurs ressources, mais aussi parce qu'ils conservent encore un certain niveau de compétences technologiques, scientifiques et de nombreuses réussites. Et bien sûr, oui, ce pays n'a pas connu la guerre depuis, 1865.
Il a eu, disons, 170 ans tranquilles pour accumuler sa richesse dans un pays qui n'a pas été touché par la guerre. Et du coup, il reste encore prospère, d'une certaine manière, pour certains. Mais pour beaucoup d'autres, ce n'est plus le cas. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Les États-Unis s'appauvrissent et ils vont continuer à s'appauvrir. Quant à l'Europe, c'est fini. Elle va devenir un vrai continent, mais sans rien pour se maintenir comme avant. Donc, le pur consumérisme, c'est pas un bon indicateur de richesse. André, il y a tout juste quelques instants, on voit que le prix du Brent a bondi de 5%. En ce moment, il est à 107,1. Donc ouais, ça veut dire que le cours du baril sera probablement autour de 130-135 dollars. Donc oui, il mente. Vous allez voir tous ces analystes, surtout américains et britanniques, qui écrivent n'importe quoi à ce sujet. Ah oui, soi-disant, la raffinerie près de Samara aurait été détruite. D'accord, peut-être qu'un drone a touché un site là-bas, mais est-ce qu'ils comprennent seulement ce qu'il faut pour mettre une raffinerie hors service? Et puis aujourd'hui, tout à coup, ils annoncent que le flux de pétrole russe continue. Il y a 2 jours à peine, ils disaient que les Russes ne fournissaient plus de pétrole. Maintenant, c'est l'inverse. Ils mentent, ils manipulent, ils n'arrivent pas à accepter le fait qu'ils ont perdu. Point final. Ce sont des perdants. Ils l'ont toujours été. Simplement avant, ils savaient le cacher. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus les compétences, plus les connaissances, plus les capacités. Ils n'ont plus les outils pour comprendre ce qui se passe. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est manipuler le discours. Ils jugent tout uniquement à travers leurs options d'achat d'actions et leur capitalisation. Voilà, la capitalisation. Oui, la capitalisation d'Apple. Apple est produite en Asie du Sud-Est. Elle ne produit rien aux États-Unis. Ah oui, c'est une entreprise américaine. Eh bien, essayez de la rapatrier sur le sol américain et vous verrez ce qui va se passer. Comment cette capitalisation va s'effondrer. De plusieurs ordres de grandeur, vous voyez. Voilà où on en est. Au final, seules les choses concrètes comptent. Celles qui servent les gens, qui servent l'économie, c'est la seule chose qui compte. Et cette histoire d'énergie renouvelable, en Europe, comment ça avance? Oui, l'Allemagne. Construisez encore plus de panneaux solaires et d'éoliennes, allez-y. Et vous verrez, ça vous donnera un niveau de vie équivalent à celui du début du XXe siècle. C'est là qu'ils vont. André, il y a eu plusieurs informations, notamment un reportage sur CNN, à propos des capacités et du stock d'armes des États-Unis, en particulier concernant les intercepteurs et les missiles de croisière. Voilà ce qu'ils ont dit. D'après cette nouvelle étude du Centre d'études stratégiques et internationales, leurs conclusions ont été confirmées par 3 sources proches des évaluations récentes du Pentagone sur les stocks américains. Les États-Unis sont dangereusement à court de certaines munitions essentielles, celles qui seraient nécessaires pour affronter à court terme un adversaire de niveau comparable, comme la Chine par exemple. Donc, même si les États-Unis disposent encore de suffisamment de munitions pour continuer à bombarder l'Iran, si jamais le cessez-le-feu fragile venait à s'effondrer, en revanche, s'ils devaient faire face à un adversaire comme la Chine ou la Russie, cela pourrait poser de sérieux problèmes pour les États-Unis. Alors, pour vous donner un exemple de l'ampleur de l'épuisement des stocks américains au cours des 7 dernières semaines et demie de guerre contre l'Iran, selon cette évaluation et les sources avec lesquelles nous avons parlé, l'armée américaine a déjà utilisé au moins 45% de son stock de missiles de frappe de précision, au moins la moitié de son inventaire de missiles THAAD conçus pour intercepter les missiles balistiques, et près de 50% de son stock de missiles intercepteurs Patriot, qui sont bien sûr des munitions de défense aérienne essentielles.
Maintenant, l'armée américaine, Oui, enfin, vous voyez, En 40 jours, ils ont été vaincus. Oui, les gens du Centre d'études stratégiques et internationales, tous ces généraux, ces anciens officiers, vous savez, ces anciens militaires, il ferait bien de sortir la tête du sable et d'apprendre ce qu'est la vraie guerre, les vrais modèles. Beaucoup d'entre eux n'en seront pas capables. Ils ont des diplômes en sociologie, en littérature anglaise. Ils sont passés par les écoles de préparation du ROTC, ces formations bidons qui forment le soi-disant corps des officiers, mais qui ne comprennent rien aux bases physiques et mathématiques de la guerre. Ce sont des incompétents. Ils ne comprennent rien à la guerre moderne, la vraie. Alors, quand ils commencent à parler de puissance quasi égale, les États-Unis comme puissance quasi égale par exemple, si le pays décidait d'y aller avec ce qu'il a aujourd'hui contre la Chine, sans même parler de la Russie, enfin, je veux dire. Allô, réveillez-vous. Vous n'avez pas gagné une seule guerre contre des gens qui vivent, bon sang, dans le tiers-monde. La seule chose qu'ils ont, un peu comme ce fameux Al Bundy dans la série « Marié, 2 enfants », qui brandit ses 4 touchdowns de son époque à Polk High, c'est ça. Oh mon Dieu, on a vaincu cette armée stupide de Saddam après qu'il nous a laissé 6 mois pour rassembler nos forces. Franchement, vous venez de voir vous-même ce que les frappes à longue portée et les armes à distance peuvent vous faire. Et pourtant, ces gens continuent de penser que tout ça, c'est juste une question de chiffres, de quantité. La quantité, c'est important, d'accord. Mais j'ai une nouvelle pour ces gens-là, y compris ceux des états-majors. Si vous regardez comment fonctionne l'état-major général russe, qui, soit dit en passant, commande des ressources militaires dont les États-Unis ne peuvent que rêver, eh bien, ils travaillent sur la base de modèles qui sont constamment mis à jour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils reçoivent de vraies informations, vérifiables, très fiables, si vous voulez, à forte probabilité, à haut niveau de confiance, des données de combat, qui entrent et sortent, permettant de prendre les bonnes décisions, de faire les bons plans et tout ce genre de choses. Donc les États-Unis vivent dans un univers parallèle. Ils ne connaissent pas les données réelles. L'histoire militaire américaine a été écrite par les généraux allemands qui ont rédigé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et d'autres choses de ce genre. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Ceux qui, disons, se trompent sur un point. Non, ils y croient encore. Ils croient que les États-Unis ont gagné, qu'ils ont vaincu Hitler. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la raison pour laquelle la marine américaine n'est pas du tout à ce niveau-là, c'est que quelqu'un dans la marine américaine s'en est rendu compte. Si on se rapproche d'une distance de 5 à 700 km, même une salve de missiles subsoniques, oubliez les supersoniques, une salve de 8, 6000, peu importe, il y en aura toujours un qui passera. L'un d'eux touchera un destroyer américain. Et là, immédiatement, c'est une des parties critiques du système Aegis, le radar SPI-1, 6, qui tombe en panne. Et voilà, d'un coup, tout le groupe aéronaval est à découvert. Ces gens ne comprennent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont jamais rien étudié sérieusement. Tout ce qu'ils ont appris sur la Russie et sur l'Union soviétique, c'est n'importe quoi. À 80%, je peux vous le garantir. Je peux en témoigner. Contrairement à eux, moi j'ai connu ce système. J'y ai vécu. Et eux, ils y croient vraiment. Ils croient à toutes ces absurdités sur le F-35 dont tout le monde se moque partout. Vous savez, ils y croient. Rappelez-vous, le F-15, c'était censé être soi-disant le chasseur invincible. Eh bien, ils sont tombés sur on ne sait trop quoi. Et soudain, ils ont commencé à tomber du ciel dès qu'ils ont rencontré le véritable ennemi, les gens avec le. Alors maintenant, ils ont l'audace de parler de quasi-pair. Les États-Unis ne sont pas un pair de la Russie. Sur le plan opérationnel, aucun général américain
ni d'ailleurs aucun commandement ou chef d'état-major n'est dans la même catégorie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils essaient d'apprendre tous ces petits détails insignifiants, mais ils n'ont pas les bases nécessaires pour saisir la situation. Et on en voit les résultats. Le système lui-même, le mécanisme, est cassé. Il a fallu 10 ans pour que tout cela soit complètement mis à nu. L'Iran, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, enfonce joyeusement le dernier clou, en réalité, dans le cercueil de la suprématie autoproclamée de l'armée américaine. André, combien de temps il faut, en général, aux États-Unis pour reconstituer leurs stocks et les ramener à ce qu'ils étaient avant le début de cette guerre? Si on regarde juste les chiffres, ils peuvent probablement produire environ 700 missiles PAC-3, les Patriot PAC-3. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas qu'un simple calcul. On parle d'un modèle, d'un scénario, d'accord? Ce qui compte, c'est la consommation réelle dans certaines conditions. Et je vais vous dire, on peut le voir très clairement, ils peuvent tirer 5 missiles et ils rateront quand même leur cible. Alors, à quoi ça sert? Que ce soit 700 ou 1000, ça ne change rien. Ils les auront tous utilisés en 2 semaines. Parce que, encore une fois, au Pentagone, ces gens-là n'ont rien appris de ce qui s'est passé en Ukraine. C'est pour ça que les Russes se moquent du Patriot PAC-3. Ils n'arrivent pas à intercepter les missiles balistiques modernes. Ils n'y arrivent pas. Ils peuvent abattre des avions, ils peuvent intercepter certains missiles de croisière subsoniques. Mais l'Iskander, oubliez tout ce qui est hypersonique. Ils peuvent parfois le voir, et là ils tirent quoi? 5 missiles? Toute la batterie en fait. Vous l'avez vu vous-même quand ils ont réagi au Kinzhal. Tout a échoué. 32 missiles sont partis. Tous ont raté leur cible. Donc dans ce cas, peu importe s'ils en produisent, disons 1000. Il faudrait en produire 10 fois plus. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut produire des armes qui fonctionnent vraiment, qui soient efficaces, pas seulement sur le papier ou dans les brochures de marketing, mais qui, disons, puissent tenir face à 2 salves de missiles de défense aérienne. Au mieux, on aurait une probabilité combinée d'abattre quelque chose d'environ 80%. Oubliez 90, oubliez 95. Les États-Unis sont très loin d'avoir cette capacité. C'est pareil pour le système THAAD. Le THAAD a été conçu pour intercepter une trajectoire balistique classique. C'est comme ça qu'ils font leurs calculs. Ils ont un bon radar, très cher d'ailleurs. Il peut détecter un lancement à plus de 1000 km et ils ont le temps de suivre la trajectoire pour en gros élaborer leur solution de tir contre des missiles balistiques classiques non manœuvrables. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Les États-Unis en avaient 7 à l'époque. Il n'en reste plus que 3. 4 ont été détruits par les Iraniens. Ça dit tout. Et c'est un peu comme la fameuse anecdote. Elle existe pas seulement en russe, mais aussi en anglais. Vous savez, ce type qui regarde un bordel, il en prend la direction, il devient le gérant. Et pour une raison ou une autre, les bénéfices continuent de baisser. Alors il dit, bon, on va refaire le papier peint. Très bien, ils refont le papier peint du bordel. Mais malgré ça, la clientèle continue de diminuer. Les visiteurs disent, allez, achetons de nouveaux meubles. D'accord, ils achètent de nouveaux meubles. Ils installent tout ça, mais rien n'y fait. Tout continue de chuter. Peu importe ce qu'ils font. Ils repeignent la façade, ils refont la pelouse, et puis à un moment, ils discutent avec le gars. Il dit, tu sais quoi, rien ne marche. Il a demandé, est-ce que tu as essayé de changer les prostituées? Et c'est exactement ce qui se passe. Peu importe combien ils en produisent. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Être, disons, à la hauteur du nouveau paradigme technologique. Les États-Unis n'y sont pas. Je me souviens du titre de mon premier livre écrit il y a 9 ans, « Perdre la suprématie militaire ». À cette époque déjà,
les États-Unis avaient une génération de retard sur les nouveaux systèmes d'armes ainsi que sur les tactiques et l'art opérationnel pour les utiliser. Et voilà, la seule chose dans laquelle ils excellent, c'est la communication, Hollywood, le divertissement. Voilà. Hollywood, entertainment, there you go. André, on a appris que la France et la Pologne prévoient de mener des exercices de l'armée de l'air en mer Baltique. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Parce que l'utilisation de ces avions de chasse, capables de transporter des armes nucléaires, c'est quand même une source d'inquiétude, je trouve. C'est une inquiétude, oui, mais ça devrait surtout en être une pour la France et pour la Pologne. Parce que pour citer Vladimir Poutine, si elles le veulent vraiment, la Russie n'aura plus personne avec qui négocier. Je veux dire, peu importe. Si Paris veut cesser d'exister, très bien, c'est son choix. Bon, d'accord, à condition qu'ils mettent d'abord leur trésor du Louvre à l'abri. Vous voyez, ce petit garçon, ce donneur de leçons en France, avec ce pays qui ressemble à un chihuahua. C'est pathétique, sur le plan économique comme sur le plan culturel aujourd'hui. C'est entouré d'une bande de pédophiles et de satanistes. En gros, il leur reste leur marine et surtout leur armée. Je plaisante, bien sûr. Donc la seule chose qu'ils ont vraiment, c'est leur dissuasion nucléaire, essentiellement navale. Quant à la Pologne, c'est tout simplement une non-existence. Mais bon, s'ils veulent jouer aux petits soldats, eh bien qu'ils le fassent. Je ne sais pas, Hitler, lui, avait été plus gentil avec Paris. Les Russes ne le feront peut-être pas, même s'ils ont pris Paris en 1814. Mais cette fois, ils ne la prendront pas. Il ne devrait pas y avoir un seul soldat russe, nulle part en Europe. C'est juste que si jamais ça devait arriver, et s'ils décidaient vraiment de faire une bêtise, même si, à mon avis, c'est surtout de la posture, eh bien sinon la Russie pourrait transformer la France en parking en un rien de temps, vous voyez. Ces garçons et ces filles ne comprennent toujours pas à qui ils ont affaire. Quand on regarde par exemple les performances des troupes françaises au Sahel, qui ont été chassées par le commandement russo-africain, eh bien, elles ne sont pas si bonnes que ça. Je veux dire, d'accord, ils peuvent se taper sur la poitrine et dire qu'ils sont formidables. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste une puissance de second rang, et vous devriez le rester. La Pologne, elle, n'est même pas de second rang. C'est une puissance de troisième ordre, et elle devrait le rester. André, avant de conclure, je pense qu'il y a un autre point important. La Finlande et le comportement de la Finlande. Ils ont une nouvelle proposition pour autoriser l'importation et le stockage d'armes nucléaires. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi en ont-ils besoin? Parce que la Finlande, avec la Suède, tu te souviens, ces deux pays étaient neutres. D'une certaine façon, ils ont survécu à la guerre froide. Ils n'ont jamais. C'était la ligne Paasikivi-Kekkonen. C'est comme ça qu'on l'appelle, d'après les premiers ministres Juho Kusti Paasikivi et Urho Kaleva Kekkonen. C'était une politique très intelligente et en fait très avantageuse pour la Finlande. Et l'Union soviétique, les Russes, disaient simplement « Oui, c'est bien ». C'était le pays voisin. On y allait le week-end. Donc les Finlandais, même à l'époque soviétique, avaient leur loi sur la prohibition et ils allaient à Leningrad pour boire. Mais visiblement, ils avaient décidé qu'ils voulaient mener une vie intéressante. Et je pense, puisque ça a déjà été dit, que s'ils veulent déplacer des armes nucléaires en Finlande, les Russes pourraient tout simplement les en empêcher par des moyens physiques, vous voyez. Donc, la Finlande a perdu toute importance économique pour la Russie. Et si elle continue à laisser son espace aérien, qui d'ailleurs a déjà fait l'objet d'avertissements récemment, être utilisé par des drones ukrainiens ou par les États baltes, la Russie s'en chargera par des moyens physiques, en détruisant, disons, certaines installations, juste pour montrer que la Russie garde le contrôle là-bas.
Russia is in control there. Oui, merci beaucoup, Andrei, d'être avec nous aujourd'hui. My pleasure. Avec plaisir, un vrai plaisir comme toujours. Au revoir. Bye bye. À très bientôt. Au revoir.